est-ce que tout le monde m'entend bien déjà? Que je ne parle pas dans le vide. Est-ce que c'est OK pour vous? Oui. OK, super, merci. Oui, c'est bon. OK, génial. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup d'être présents pour ce temps un peu spécial qu'on essaie d'organiser chaque année autour du Giving Tuesday. Donc, on a l'honneur et on est ravis d'accueillir avec nous donc, le WWF France, qui est l'un de nos partenaires à la Fondation et qui gentiment accepté de témoigner sur la générosité au sein de WWF France. Donc, merci à vous d'être venus nombreux. Donc, en 2 mots, rapidement, donc moi, je suis Margot Morin-Diakabi, responsable du développement au sein de la Fondation AgroParisTech. Et donc, pour nous, c'était important de faire un temps comme celui-ci. Vous allez comprendre pourquoi. Nous, on a été créé en 2012 au cœur de l'excellence académique d'AgroParisTech avec donc l'établissement, les alumni, la maison des ingénieurs agronomes. Et l'idée, c'était d'encourager toute la communauté à faire sa part. Donc, faire sa part, c'est-à-dire s'engager. Et donc, l'idée, c'est que nos jeunes qui entrent ici chez AgroParisTech, qui entrent pas par hasard, en fait, finalement, sortent de l'école grandis avec ce qu'on aime bien dire, la tête experte, les pieds sur terre et le cœur chaud. Donc, on met en place plusieurs éléments avec 3 grandes initiatives, apprendre, s'engager, entreprendre, avec des bourses, des trophées, des accompagnements, pour permettre à l'ensemble de nos lauréats de bénéficier d'une boîte à solutions qui permet en fait de faire grandir les projets. On est là au démarrage, on aide à croire au projet et on va mettre à disposition toutes ces solutions, donc des financements, de la collecte de dons fléchés, du mécénat de compétences, de la visibilité, etc. Et donc, nous soutenons ces projets grâce à nos 54 partenaires, qui sont principalement des entreprises, mais pas que. On a aussi nos donateurs individuels qui financent l'ensemble des missions de la Fondation. Et plus on va collecter de fonds, plus on va être en capacité de soutenir des projets à impact qui vont être évidemment sur les thématiques d'AgroParisTech. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, c'était important pour nous de mettre en place des choses dans le cadre du Giving Tuesday. Donc, le Giving Tuesday, c'est un mouvement international qui émerge depuis quelques années, à contre-pied du Black Friday. Et l'idée, c'est de dédier une journée spécifique à la générosité. Et donc, chez AgroParisTech, c'était évident, pour nous, en tout cas, Fondation, qu'on prenne un peu la main sur cet événement et qu'on propose en fait une sensibilisation un peu globale de la générosité et de la philanthropie auprès de tous nos jeunes et plus largement de la communauté AgroParisTech. Donc, je vous ai remis à gauche un petit programme parce que là, on a notamment l'Amphine Grignon qui est connecté et ils ont tout un programme sur la semaine sur le Giving Tuesday. Donc, ce que je vous propose, c'était pour entrer en matière, donc peut-être, Célia, comme vous êtes à Grignon, mettre les réponses dans le chat des Grignonnais. Donc, j'avais fait un quiz sur quel est le top 3 des causes qui suscitent le plus la mobilisation de la générosité des Français. Donc, A, aide et protection de l'enfance, lutte contre l'exclusion à la pauvreté, soutien à la recherche médicale. Ça, c'était la réponse A. La réponse B, protection de l'environnement, agriculture, droits de l'homme. Et la réponse C, protection des animaux, solidarité internationale et lutte contre l'exclusion et la pauvreté. Donc, je propose que les réponses, elles sont inscrites dans le chat. En bas à droite, vous avez une petite bulle sur laquelle vous pouvez cliquer, vous pouvez vous exprimer en mettant les réponses. Et donc, pour l'amphi à Grignon, je propose que Célia, du coup, tu mettes les réponses qui sont dites à l'oral dans ce chat. Et pour que ensuite je puisse dévoiler la réponse à la première question. Donc, on a la réponse C. OK. Vous pouvez participer, WWF, je sais que vous avez certainement vu les réponses, mais ou je ne sais pas, d'ailleurs, peut-être pas tout le monde. Réponse B, OK. B, plutôt. D'accord. A, OK. OK. Alors, on va passer du coup à la réponse pour cette question. Donc, la bonne réponse, c'était la réponse A, avec du coup le fait que la protection de l'environnement, c'est bonne nouvelle, parce que c'est un peu ce qui nous amène aujourd'hui, progresse, mais ce n'est pas encore dans le top 3 des causes. Le top 3 des causes, ça reste l'aide et la protection de l'enfance, la lutte contre l'exclusion et la pauvreté, et le soutien à la recherche médicale. Donc, en 2020, la crise sanitaire, selon vous, a ralenti la générosité, développé la générosité ou n'a pas eu d'impact? Donc, selon vous, la crise sanitaire en 2020 a ralenti la générosité. Réponse A. Réponse B, développé la générosité. Réponse C, n'a pas eu d'impact.
Ok, 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 super. Bon, vous avez l'air plutôt unanime sur la réponse. Ok, génial. Effectivement, c'était la bonne réponse. Et c'est on va dire, bon, voilà, on essaie de prendre les bonnes nouvelles qu'on a à prendre. Et notamment, j'avais retrouvé des chiffres qui étaient assez parlants. C'est qu'on a eu un montant des dons au premier trimestre de plus de 20% en 2020. Et ce qui est un peu incroyable, c'est notamment la première quinzaine d'avril, il y a eu un enregistrement de plus 693% du montant des dons. Et pour les causes non impactées directement par la crise. Donc il y a eu un vrai déclic derrière la crise, avec assez à chaud, en fait, finalement, une augmentation de la générosité. Donc ça a permis aux gens de s'affirmer là-dessus. Question 3. Selon vous, les donateurs sont plutôt des femmes, des hommes ou les moins de 25 ans? Réponse A, des femmes. Réponse B, des hommes. Réponse C, les moins de 25 ans. Ok, plutôt les A. A, B, très bien. Parfait. Donc, on est plutôt sur la réponse A. Et donc, effectivement, c'était la bonne réponse. Ce sont majoritairement les femmes. En tout cas, c'est celles qui se déclarent le plus être donatrices. Ça représente 53% des donateurs qui sont des femmes. Et 51% des sondés sont des donateurs de plus de 50 ans. Voilà. Et je m'étais noté aussi qu'en termes de revenus, 42% des donateurs déclarent avoir au moins 2 300 € de revenus. Et 21%. Donc en fait, on est sûr aussi, ce qui était intéressant, c'était de voir que on n'avait pas forcément les personnes les plus riches qui donnaient forcément. On avait aussi un delta sur le montant du don qui permettait aussi aux gens, pas forcément les plus aisés, mais de donner relativement une quantité relative sur leur financement. Mais les donatrices sont plutôt des femmes. En 2019, du coup, les Français ont donné plutôt 2,5 millions d'euros, 20 milliards d'euros ou 8,5 milliards. Pardon. Donc plutôt en millions, plutôt en dizaines de milliards ou plutôt 8 milliards. Réponse A, 2,5 millions. Réponse B, 20 milliards. Réponse C, 8,5 milliards. Alors, A, C. Ok. Très bien. Donc, effectivement, là... Le A, l'amphigrénion. Voilà. Pardon, il y a un petit écho là. Vas-y, Benjamin. Je voulais juste dire que ceux qui ont répondu A en amphigrénion, les chiffres, c'est important. Et donc, des petits millions d'euros, heureusement qu'on en est bien loin. Merci, Benjamin. Effectivement, en tant que responsable de la philanthropie, tu sais de quoi tu parles. Donc, on est bien à 8,5 milliards d'euros de dons en 2019. Et c'est un chiffre qui a tendance à progresser. En tout cas, on a eu une baisse avec une réforme de l'impôt sur la fortune immobilière. Mais on a quand même une progression, et notamment l'après-crise. Après, sur 2021, on verra ce que ça donne. Parce que là, on est en post-crise. Sur le secteur de la générosité, selon vous, on a 10 000 salariés. Réponse A, 85 000 salariés, réponse B, ou 750 000 salariés, réponse C. Sachant qu'en France, on est, je rappelle, 66 000. Donc réponse A, 10 000 salariés, réponse B, 85 000, réponse C, 750 000. Ok, bon, il y a l'unanimité là-dessus. Effectivement, on est bien à 85 000 salariés et c'est un secteur qui se professionnalise, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et pour finir, j'ai deux petites questions un peu ouvertes qui vont nous permettre d'entrer en matière sur l'intervention de WWF. Selon vous, quelles sont les motivations du don? Pourquoi donne-t-on? Et donc là, je vous laisse mettre des idées clés un peu dans la bulle. Voilà. À votre avis, pourquoi le donateur décide de dire « là, je donne » ? Il y a plein de motivations. Qu'est-ce qui vous motiverait en tout cas, vous, à donner? Qu'est-ce qui ferait que vous donneriez ou pas? Haha, là, il ne faut plus répondre par A ou B. On est touché, ok, au sein de sa famille, par un cas qui nécessite des dons, oui. Tout à fait, on a ça. Donc là, on est un peu sur l'altruisme, en fait, une des premières motivations du don. Est-ce que vous avez autre chose en stock? Tout le monde peut participer, hein, à WWF aussi. Il n'y avait pas les réponses là. Est-ce qu'il y a d'autres inspirations là-dessus?
À Grignon, allez, pourquoi on donne? Pourquoi vous donneriez Pourquoi vous donneriez? Ok, faire sa part, avoir son impact, ouais, carrément. Pour se sentir utile, tout à fait. Effectivement, il y a la notion d'utilité. Voilà, donc pour compléter ce que vous avez dit, donc effectivement, il y a l'altruisme, il y a aussi la culpabilité. Ouais, défendre nos valeurs, tout à fait. On va les grignonner en force, là. Il y a la notion de culpabilité et d'angoisse aussi, qui fait partie. Je donne pour réduire mon inconfort face à la détresse d'autrui. L'efficacité et l'impact, on l'a dit. Je donne pour traiter efficacement un problème. Le fait de donner, bah voilà, ça va résoudre un problème. Le gain personnel. Oui, il y a aussi des gens qui donnent pour une contrepartie, notamment pour de la déduction fiscale, ça peut arriver. Le prestige et la réputation. Bah, je donne parce que mon nom il va être affiché sur un beau mur super classe et donc je suis très fière et c'est ça que j'ai envie qu'on voit. Pour la réciprocité, le give back, donc j'ai reçu à un moment de ma vie, je veux rendre. Pour des notions aussi de religion et de valeur, voilà, là défendre nos valeurs, et aussi parce que ça fait du bien et que ça rend heureux et qu'on prend autant de plaisir à donner qu'à recevoir. Et pour finir ce petit quiz avant de passer la parole à WWF, selon vous, quelle forme peut prendre le don? Donc là, on va aller vite. Quelle forme peut prendre le don? Donc évidemment, il y a donner de l'argent, mais pas que. Qu'est-ce qu'on peut donner d'autre aussi, sans attendre en retour? Allez, Grignon, vous avez fait des opérations hier, notamment là-dessus. Ah, c'est dense. Ok. Bon, alors je vais laisser très bien, du temps bénévole, de la nourriture, très bien. On va laisser cette réponse filer vers WWF et ça va me permettre de passer la parole, donc merci pour vos réponses, à Isabelle Marx. Donc je te laisse te présenter, puis Benjamin et Omar. Merci à vous. Merci Margot, je ne vais pas capitaliser trop la parole, mais voilà, bonjour à tous en tout cas. Moi je me présente, je suis Isabelle Marx, je suis diplômée de la promo 187 et je suis aujourd'hui et depuis 3 ans chargée de projet au sein du programme Agriculture et Alimentation du WWF. Donc on est heureux d'être là et comme le rappelait Margot au tout début de son intervention, c'est aussi dans le cadre de notre partenariat donc, qui lie la Fondation AgroParisTech, le WWF et bien sûr aussi l'école AgroParisTech. Donc, ça fait longtemps qu'on a des liens avec AgroParisTech, plus spécifiquement au travers de notre programme de préservation des forêts. Mais face à nos attentes, à des enjeux communs évidemment qu'on partage, on a souhaité essayer de développer le maximum de synergie entre nos structures. Et pour nous, c'est vrai que ça a beaucoup de sens puisqu'on cherche toujours à être aussi science-based dans tous nos programmes d'action, dans toutes nos actions, que ce soit en termes de communication, de plaidoyer vers les décideurs politiques ou vers les entreprises. Et donc, on a choisi de travailler plus spécifiquement sur 4 thématiques qui sont la transition agroécologique, évidemment, et la transition alimentaire juste, tout ce qui concerne la déforestation importée et plus largement la gestion forestière, la valorisation de la biomasse qui est un enjeu très montant en ce moment, et puis le capital naturel. Voilà, donc je voulais, en tout cas au nom de VVF, vous remercier de votre présence aujourd'hui, et puis je passe la parole à Benjamin, qui est responsable de la philanthropie du coup au WWF. Bonjour à tous. Vous voyez la présentation à Grignon. Je vois qu'on a des personnes en amphi à Grignon et puis quelques autres. Donc c'est OK pour vous. Vous voyez les slides qui passent devant vous? Vous pouvez juste me faire un yes or no? Oui. Ouais, OK, très bien. Super. Donc moi, je suis Benjamin de Pongeville, je suis responsable de la philanthropie, donc de la relation avec justement les donateurs, ceux qui soutiennent nos missions, les travaux justement qu'exécutent Isabelle et Omar au quotidien et toutes les missions d'influence du WWF. Donc je vais reprendre un tout petit peu justement de hauteur sur notre travail et puis je rentrerai dans le détail de l'importance de la philanthropie et du don. Ça va durer un petit quart d'heure. J'essaie de me donner un quart d'heure pour que Omar puisse prendre la parole ensuite. Les missions, je pense que vous ne les découvrez pas. On est assez proche d'AgroParisTech. En tout cas, pour faire très très simple, voilà les 3 mots-clés. L'alerte sur l'état de la planète, c'est ce qu'on fait, ce que vous voyez assez quotidiennement de la part du WWF sur différents supports, presse écrite, presse radio, médias, tous médias confondus. Donc voilà, on
on publie énormément de rapports sur l'état de la planète et la dégradation accélérée de nos écosystèmes. La transformation des politiques publiques et des marchés, c'est ce qu'on fait aussi depuis assez longtemps avec les entreprises et avec dans le cadre des politiques publiques. Donc, c'est une particularité du WWF d'être à la fois sur les politiques publiques et l'accompagnement des entreprises, chose que ne font pas toutes les ONG, dans le but justement de pouvoir protéger les espèces et les espaces les écosystèmes que vous connaissez particulièrement chez AgroParisTech. Enfin, voilà, que ce soit... On parle du lynx sur cette photo en devanture, des grands félins, des cétacés et des différents écosystèmes. Voilà, donc c'est vraiment les missions principales de notre ONG en France et un peu partout dans le monde. Justement, dans le monde, vous voyez à quel niveau on intervient. On est créé depuis maintenant 60 ans, donc on fête le 60e anniversaire cette année, avec une grande reconnaissance de la part des Français et puis partout en Europe occidentale, notamment 85% des gens qui connaissent les VVF et qui nous trouvent plutôt sympathiques et qui ont confiance dans notre action. On est sur des taux assez forts, entre 80 et 90%. On est présent dans 100 pays, donc ça c'est vrai que c'est très important. Ça fait de nous la plus grande ONG d'intervention au niveau environnemental du monde, donc c'est une grande responsabilité. Quand on parle de membres, sur ces 5 millions, on est vraiment là aujourd'hui sur un terme qui recouvre les donateurs, donc les donateurs du WWF, puisque la communauté, au-delà de ces donateurs, les gens qui vont être justement bénévoles ou proches sympathisants sur les réseaux sociaux, là, elles se chiffrent en dizaines, voire centaines de millions de personnes. Donc, on a une très grande communauté. Puis alors, le chiffre des 12 000 programmes, c'est le nombre de programmes qui ont été menés dans le monde depuis notre création. Donc, c'est un chiffre qu'on n'utilise pas forcément tout le temps, qui ne veut pas dire grand-chose, mais c'est pour surtout symboliser le fait qu'on est présent sur beaucoup de territoires différents et à grande échelle. Voilà, là, vous voyez nos 6 axes prioritaires d'action. Donc, sans rentrer dans le détail, parce qu'on pourrait passer 3 heures sur chacun, mais vous avez... je peux marquer avec ça? Je peux faire un... Ah non, je vais éviter de faire trop de trucs bizarres avec la présentation. Tu peux, non, mais ça va être bizarre si je commence à faire des choses. Donc, en fait, les forêts, la vie sauvage, l'eau douce, la vie des océans sont vraiment des sujets liés à la conservation vraiment des espèces et des écosystèmes. Quand système alimentaire durable et climat-énergie, on est beaucoup plus sur des dynamiques d'empreinte. C'est le cas aussi d'ailleurs sur l'eau douce, c'est un nouvel objectif pour nous. Donc, on est vraiment sur, d'un côté, la conservation, forêt, vie sauvage et vie des océans. Et puis, on va parler des zones humides pour l'eau douce. Et puis, la thématique vraiment empreinte sur les 3 autres, système alimentaire durable, climat et puis voilà, l'eau douce pour nos programmes. Là-dedans, vous avez plusieurs exemples que je vous laisse découvrir, soit géographiques, soit très thématiques, derrière lesquels on va retrouver des études, des projets très terrain, des projets de plaidoyer. Pour le premier, par exemple, sur l'éradication du mercure sur le plateau des Guyanes, on est vraiment sur une action politique très forte. Et puis des projets donc très terrain, comme un exemple, la cohabitation homme-animal, le loup dans les Alpes. Là, c'est vrai que si on n'est pas aux côtés des bergers et des populations locales pour que ce sujet s'améliore, voilà, on n'y arrivera pas. Donc voilà, ce sont quelques exemples, il y en a des dizaines en France aujourd'hui. Si je viens sur les revenus de la fondation, donc nous sommes une fondation reconnue d'utilité publique avec 2 composantes. On est à la fois cette fondation et puis il y a une filiale à la fondation qui s'appelle Panda OURL et qui gère tout ce qui va être lié plutôt au système marchand, donc aussi bien la e-boutique, ce qu'on va vendre comme produits dérivés, que l'accompagnement qu'on va faire avec les entreprises notamment. Ça, c'est vraiment le gros de notre activité marchande, puisqu'on va prodiguer des conseils, de l'accompagnement, chose que connaissent très bien Isabelle et Omar, qui travaillent beaucoup sur ces sujets, avec les entreprises, dans le but de transformer leur modèle. On en reparlera un peu après. Donc, ces ressources, elles sont diverses, c'est ce que vous voyez à gauche. 66%, pour faire simple, sont issus de la générosité donc de notre équipe, soit les dons, soit les legs, ce qu'on nous donne des personnes. Et puis ensuite, vous voyez, ça se répartit entre des fonds publics, 8 €, quelques prélèvements divers sur les produits financiers, 4 €. Et puis, on a une grande partie aussi sur les entreprises
comme ce que j'ai expliqué, dans l'accompagnement et le mécénat. Donc voilà, on est en gros sur ces répartitions-là. Et la mission sociale, elle se répartit en 2 grands blocs. Un, ce qu'on va financer comme programme terrain en France et à l'étranger. Donc c'est tout ce qui va avoir trait à l'accompagnement des programmes sur le terrain. Et puis l'autre qui est vraiment indissociable, qui est comment on va sensibiliser et communiquer auprès du grand public, notamment ces programmes et nos actions, mais qui ne sont pas que liés au programme terrain, qui sont aussi liés au plaidoyer, à la sensibilisation de personnes qui sont très loin de tout ça et qui ne sont pas forcément donateurs. Pour vous redonner un petit peu plus d'insight, de visibilité sur ce qu'on fait, vous voyez, vous avez les revenus de l'année précédente, enfin l'exercice qui a terminé il y a 1 an et demi maintenant, qui est de 27 millions d'euros justement issus des différentes collectes. Donc vous voyez la répartition, je prends à droite, les 17,7 la collecte. Vous avez à peu près ce que j'ai résumé au slide précédent. Et sur ces 27 millions d'euros, les dons vont prendre plusieurs formes. Soit les dons financiers, là on est sur la gauche, ça m'embête de ne pas avoir un marqueur quand même. Ce serait pas mal d'avoir un pinceau, non? Si je fais ça, je vous montre. Ah, c'est peut-être ça. Ouais, là vous voyez ma main? Bon, ça c'est pas mal avec la main. Donc voilà, générosité, vous avez les dons financiers ici. Donc c'est effectivement des dons ponctuels ou très réguliers. C'est ce qui constitue vraiment la générosité des fonds versés au WWF. Les legs également, de plus en plus d'assurance vie et de legs qui sont contractés à un moment ou à un autre de la vie du donateur pour que, justement, au moment de son décès, eh bien, des sommes non négligeables en général, puisque ce sont des dons importants, soit immobiliers, nous soient reversés. Et ça, c'est quelque chose qu'on va se développer de plus en plus ces dernières années, sûrement lié à l'éco-anxiété ambiante et aux crises successives qu'on voit arriver, ou des gens qui ont 40, 50 ans, ou même plus d'ailleurs, évidemment, mais des gens plus jeunes se disent que il est important de soutenir les thématiques que l'on défend et donc qui nous font don de leur vivant de ce genre de dons. Voilà. Et les donateurs, alors moi, ça c'est mon métier, vraiment. Donc je vous ai montré ce que représentait mon métier en termes justement de vision globale. En bas de cette pyramide, on a les donateurs classiques, donc des gens qui vont contribuer sensiblement à notre approche, puisque c'est 90% donc des dons de l'enveloppe de ces 17,7 millions d'euros sont des gens qui vont nous donner 10, 20, 30 euros par an, 50 euros par an. Ça va jusqu'à 500 euros, mais c'est c'est plutôt des petits dons. Et puis ensuite, vous avez, quand on monte justement dans cette pyramide des dons, des gens qui vont donner plus d'argent, mais ils vont être beaucoup moins nombreux. Donc les grands donateurs, qu'on estime commencer, nous, au WWF en France, à 5 000 euros, vous voyez, ils représentent assez peu parce qu'ils représentent moins de 2%, entre 2 et 2,5% des personnes qui donnent... non, pardon, ils représentent 0,01%, mais ils représentent 2,5% de la collecte. D'où l'importance d'avoir une approche vraiment différenciée et ce qu'on appelle en face-à-face avec eux. En one-to-one, pardon. Pas en face-à-face, le face-à-face, c'est autre chose. Justement, là, vous avez les différents canaux. Donc, le don, quand il est fait au WWF, quand on nous soutient parce qu'on a une certaine visibilité auprès de nos donateurs. On les informe à travers un magazine qui est trimestriel, qui s'appelle Les Traces du Panda. Donc, c'est 4 pages, mais ça met l'accent sur les innovations, les événements, les effets du panda et comment le WWF réussit à gagner quand même des victoires malgré tout, malgré la morosité ambiante. Voilà, comment est-ce que malgré tout, on peut continuer à croire dans nos missions. Donc ça, ce sont des magazines trimestriels. Et puis, juste à côté, avec ce charmant orang-outan et son enfant, accompagné de cette dame et son enfant, ça, ce sont les courriers, en fait, puisque malgré tout, on a quand même des donateurs qui sont assez âgés encore et qui sont très sensibles, peut-être un peu plus que vous, jeune génération, au courrier. Donc, chaque mois, on continue à écrire, à peu près chaque mois, une dizaine de fois par an, à ces donateurs pour les informer de ce qu'on fait. Donc, ça fait partie de nos missions sociales. C'est comment est-ce qu'on sensibilise justement à nos actions et comment on fait en sorte que les dons continuent à arriver jusqu'au WWF.
Au milieu, avec cette espèce de tigre licorne, on met en avant des opérations qu'on fait via le digital. Voilà, ça c'est des opérations qu'on fait aussi à l'année et qui permettent d'aller toucher de nouvelles personnes et d'avoir un nouveau type aussi de contenu. Là, on va le voir juste après sur cette opération spécifique. Et puis à droite, symbolise l'activité qu'on peut avoir en face à face justement, notamment dans les rues, à travers des collectes de rue. Ça se fait de plus en plus en France. Alors, on se demande, j'ai pas mal de proches qui me disent, mais ça marche encore. Et moi, j'ai tendance justement à leur répondre que ça marche de mieux en mieux. C'est pour ça que le WWF est une des premières organisations en France, en tout cas dans l'environnement, une des plus présentes en France, parce que justement, c'est important d'aller au contact des gens. Alors, c'est pas facile. C'est facile pour personne d'ailleurs, parce que les gens qui mobilisent, c'est pas évident pour eux. Et puis, les gens qui sont arrêtés dans la rue se sentent parfois un petit peu déconcerté, un petit peu de temps en temps surprise mais ça nous permet d'établir un lien direct et d'aller vraiment au contact. Donc ça se fait beaucoup comme canal de don. J'avance un petit peu. On a 2 temps forts dans l'année pour mobiliser les donateurs, pour parler vraiment des raisons qui nous amènent à solliciter des dons. C'est notamment Noël. Donc là, vous allez le voir. Une campagne qu'on vient de lancer sur les animaux imaginaires et des podcasts associés à tout ça, pour que justement on n'attende pas qu'ils deviennent imaginaires, toutes ces espèces qu'on défend. Donc c'est très digital et c'est très tourné animaux, et c'est là en cette fin d'année. Donc on a un temps fort à Noël, et puis on a un temps fort pour aller vers les dons aussi au milieu de l'année, autour d'une campagne d'impôt sur la fortune immobilière. Justement, tout à l'heure, Margot en a parlé. C'est un temps fort pour nous pour aller lever beaucoup de revenus auprès de ces personnes plutôt aisées. Et donc, on monte toute une campagne digitale, papier, etc. Voilà, donc 2 gros temps forts de l'année, au-delà des autres. Je voulais vous faire une toute petite mention, Omar va y revenir tout à l'heure, mais sur notre relation avec les entreprises. On noue des partenariats. C'est dans le cœur de notre mobilisation et de notre façon de penser, transformation des modèles. Donc, avec des entreprises pour les guider vers des pratiques, les mobiliser et les sensibiliser, bien sûr, en interne, et puis appeler au mécénat environnemental, qui pourrait être assimilé à une forme de don, puisque au-delà de l'accompagnement des entreprises, on a ces contrats de mécénat. C'est aussi ce qu'on voit dans le club Entreprendre pour la planète. Donc là, j'ai pris l'exemple de Bell, qui est un grand groupe de l'agroalimentaire, parce qu'effectivement, il y a à la fois de l'accompagnement vers les pratiques et aussi du don mécénat sur des projets soutenus par le WWF. Donc voilà, il y a une forme de don. Pour le club des PME, le club Entreprendre pour la planète, qui regroupe une 50aine de PME, on est vraiment aussi sur de l'engagement. On a des entreprises très engagées. Si vous cherchez des PME engagées, allez regarder du côté de ce club, parce que voilà, elles ont montré leur engagement, et ensuite elles soutiennent le projet. Donc on est aussi sur une forme de mécénat, donc de don. Voilà, je continue sur le don, puisque le don, évidemment, il n'est pas que financier. On l'a vu tout à l'heure, vous avez commencé à répondre à ces questions dans le chat. Le don, pour nous, il prend plein de formes possibles. On a eu la chance d'avoir ce voilier qui s'appelle le Blue Panda, qui existe vraiment, ce n'est pas qu'une photo, mais depuis 2 ans, on navigue, les équipes naviguent en Méditerranée à la découverte et dans le cadre de la protection des cétacés, des dauphins et différentes problématiques liées à la Méditerranée, et pour la sensibilisation du grand public. Ce bateau, il nous a été donné dans le cadre de mécénat en nature. Voilà, c'est vrai que c'est essentiel pour nous, mais on a aussi beaucoup de choses qui sont beaucoup plus communes. C'est le bénévolat terrain. On a des milliers de personnes qui sont en Île-de-France, en région, même en Nouvelle-Calédonie. On voit la photo, c'est une action de reforestation, d'afforestation et plantation en Nouvelle-Calédonie. Donc ça, c'est essentiel, et vous pouvez tout à fait rejoindre un groupe local. Vous pouvez aussi nous rejoindre pour faire de l'influence et aller avec nous quand on défile moins en ce moment avec les contraintes, mais voilà, nous soutenir sur nos pétitions, sur nos campagnes justement plus militantes et nos rendez-vous campagne. Et puis donc ça c'est à droite, mais d'influence. Et puis le mécénat de compétences, où là on a souvent issu d'entreprises des gens qui viennent renforcer notre travail.
en interne au WWF. En ce moment, il y a 3 personnes qui sont chez nous, mécènes de compétences de différentes entreprises voilà, pour aider l'équipe corporate ou d'autres équipes. C'est le cas au RH, c'est le cas aussi ailleurs, il me semble. Voilà, sur le fait que le don, ça n'est pas que du cash. Bien sûr, le digital nous ouvre beaucoup de portes, puisque ça a permis, si je prends dans l'ordre, c'est Earth Hour, l'heure pour la planète, qui nous a permis de mobiliser des dizaines et des dizaines de millions de personnes à travers le monde en créant des événements, bien sûr physiques, mais aussi digitaux, pour mobiliser tout le monde quasiment à la même heure, en tout cas à une heure donnée par continent, pour la planète. Donc ça, c'est vrai que le digital nous a permis de démultiplier ça partout sur la planète pour ce grand temps fort. Et puis ensuite, il y a différentes options possibles. Hein. On a notre application We Act for Good qui permet de sensibiliser tout un chacun aux éco-gestes et à mettre en place un certain nombre de défis entre étudiants, justement, voilà, au sein de communautés. Donc, je vous engage à aller voir ce que c'est que We Act for Good. Et puis, alors, Walrus Space, c'est un besoin de comptage des morts, il me semble, en Arctique pour les biens de la communauté scientifique. Et donc, grâce au digital, on peut mettre en place ce genre d'activation très terrain également. Donc, vous voyez, le digital nous permet d'activer ensuite d'autres formes de dons et d'autres formes de collaboration avec le grand public. Et puis, je vais terminer, alors je crois qu'il y a encore quelques slides, mais je vais aller assez vite, sur le fait que, justement, pour nous, pour résumer tout ça, le don, aujourd'hui, ça permet de changer le monde, hein, vraiment. Donc, le Giving Tuesday, c'est un moment très, très fort. Bien sûr que vous pouvez faire un don, vous ou vos proches, hein, quand je dis vous, c'est vous, vos proches. Faire un don, c'est classique. Devenir bénévole, voilà, on en a parlé un petit peu. Relayer les campagnes, transmettre son patrimoine, c'est aussi de plus en plus essentiel quand on en a un. Faire des achats responsables, on a une e-boutique et on a une façon de pouvoir relayer à travers aussi des produits responsables. Donc ça, c'est clé pour le WWF. Voilà, donc je laisse maintenant la parole à Omar et on répondra à vos questions ensuite. À toi, Omar. Ça marche, merci beaucoup, Benjamin. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok, parfait. Donc, merci beaucoup de nous donner cette tribune pour s'exprimer aujourd'hui autour des projets de mécénat d'entreprise, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu méconnu. On parle souvent des grands projets, peut-être si vous connaissez les bailleurs institutionnels comme l'AFD, qui sont financés à grande échelle, et un peu moins des partenariats avec les entreprises qui débouchent aussi sur des mécénats. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous présenter des projets qui parlent un peu plus d'un écosystème peut-être que vous connaissez moins que les écosystèmes forestiers, qui est le Cerrado. Donc on parle souvent de la protection des forêts et de la lutte contre la déforestation, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, les lignes ont un peu bougé aussi d'un point de vue de notre plaidoyer. On n'est plus juste sur une préservation des forêts, mais on est un peu plus large et on englobe tout ce qui est savane, prairie et écosystème naturel de façon un peu plus large. Parce qu'au final, en fait, chaque écosystème a son lot de services écosystémiques, abrite des gens qui vivent et qui dépendent justement de son bon fonctionnement pour pouvoir subsister. Donc, dans les grandes lignes, l'écosystème dont je vais vous parler aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est le Cerrado. Donc, c'est quand même 200 millions d'hectares, 20% de la surface brésilienne. C'est une savane qui est à différents gradients. Plus on se rapproche de l'Amazonie, plus ça sera de la forêt. Plus on se rapproche de l'Atlantique, plus ça sera, on va dire, de la savane un peu sèche, et plus on se rapproche du Paraguay, donc du sud-ouest, plus on sera dans une zone humide. Donc c'est vraiment une mosaïque paysagère qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, apporte pas mal de services écosystémiques, dont la régulation hydrique et la production d'énergie hydroélectrique. Donc aujourd'hui, je vous parle de tout ça parce que cet écosystème est justement converti, donc il est à risque de conversion. En raison de l'expansion du soja et de l'élevage de bétail dans la région. Chaque année, c'est environ 700 000 hectares qui sont perdus. Et on est vraiment sur une expansion qui n'est pas, on va dire, pour répondre intrinsèquement à la demande mondiale en soja. C'est vraiment une histoire aussi de volonté politique et de façon de faire différemment, on va dire, les choses dans la région. Aujourd'hui, il y a assez de surface nécessaire pour produire le soja et le bœuf. Donc, on n'est pas sur une histoire de
de manque d'espace, loin de là. Donc, par rapport à nos objectifs dans cette région et dans le projet dont je parlais un peu plus spécialement, donc le premier, c'est de soutenir notre bureau brésilien. Comme l'a dit Benjamin, on est un réseau dans 100 pays, mais il y a une certaine souveraineté nationale. Donc, nous, on est le VVF France et il y a le VVF Brésil aussi qui porte ses actions en propre sur le terrain. Donc, une partie, on va dire, de l'argent de ce projet est allée financer le VVF Brésil. Une partie a été investie dans des études pour voir quel serait potentiellement le potentiel de production des pâturages dégradés pour éviter justement d'aller grignoter des terres supplémentaires, mais plutôt diriger les nouvelles extensions agricoles vers les pâturages dégradés. Et enfin, construire des projets pilotes. J'essaye d'aller vite parce que je crois qu'on n'a que quelques minutes pour en parler. Voilà, donc un peu les étapes de ce projet. La première grande étape, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, s'intéresser au potentiel de production des pâturages dégradés. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, ça vient financer un travail de cartographie satellitaire, suivi et complémenté aussi par pas mal d'informations pédoclimatiques pour savoir si les pâturages peuvent être utilisés pour autre chose ou pas. Par la suite, une fois qu'on a bien identifié ces endroits-là, on essaye de construire des systèmes, enfin, on va dire, diversifiés et durables, que ce soit en soja, en agroforesterie ou en élevage. Donc là, je vous ai mis sur la slide, on va dire, des structures qu'on pouvait penser être intéressantes pour la région, avec des alignements de café, d'avocat, de manioc, de mangue et banane, en plantain ou en dessert. Donc il y a vraiment ce côté production pour la consommation régionale et aussi production pour l'exportation. Donc, on est vraiment sur des structures un peu mixtes et pas sur de la monoculture, loin de là. Et enfin, on a la partie qui est un peu plus modélisation, toujours sur ces pâturages dégradés, où on a poussé le travail encore plus loin pour essayer de voir quel serait économiquement le résultat d'une réhabilitation de ces pâturages. Donc voilà, sans entrer trop dans les détails, vous voyez qu'à partir d'une certaine problématique, nous, avec le bureau brésilien, on a choisi un angle d'attaque qui était celui de restaurer les pâturages pour proposer des surfaces supplémentaires. Et on essaye justement de dérouler notre narratif pour convaincre les acteurs économiques régionaux, qui sont les agriculteurs principalement, et aussi, si vous voulez, aider les décisionnaires régionaux à se dire que c'est possible de faire ces changements. Et que ce n'est pas quelque chose d'illusoire qui va venir, on va dire, bloquer le développement agricole ou venir bloquer le développement économique et la croissance, loin de là. Toujours dans le cadre de ce travail, comme je vous l'ai dit, le but était de toucher les agriculteurs. Donc, il y a eu le montage d'un groupe de travail spécial qui s'appelait le GT Pastagens. Donc, c'est le groupe de travail sur les pâturages au Brésil pour rassembler les éleveurs, parler de l'importance de la conservation et de la modification des pratiques. Et enfin, on a eu aussi une partie pilote dans la région, une pilote de restauration. Donc, comme vous avez vu là, il y a une proposition de structure agroforestière assez diversifiée. Et l'étape, on va dire, ultime qui nous manquait, c'était d'essayer d'avoir des pilotes sur place pour voir qu'est-ce qui était possible de faire et aussi en utilisant d'autres types de végétation, ce qui était possible de faire. Parce que la restauration, à proprement parler, c'est en utilisant des espèces natives. Oui, c'est ça, c'est en utilisant des espèces qui peuvent être natives, mais exploitées pour leur production, alors que ce que je vous ai montré auparavant, donc la restauration, je vais revenir juste 2 slides en avant, la restauration, voilà, toutes les espèces qui étaient, le potentiel de production de pâturage dégradé, ce n'était pas forcément des espèces natives. Donc voilà, on a mené tout ce travail de pilote de référence en semi-direct sur les références technico-commerciales, pour voir ce qui était possible de faire. Et donc ça, c'est un projet qui vient de se finir l'année dernière. Donc on va voir si on va le prolonger. Et enfin, je vais vous présenter un autre axe d'intervention qui est un peu plus, on va dire, novateur et, pour utiliser des mots qui sont un peu plus à la mode, disruptif. Donc, on n'est pas vraiment sur une conservation par les actions de sanctuarisation, mais on est sur une approche qui est beaucoup plus holistique, avec l'implication des communautés locales, avec une théorie du changement qui sera du coup différente.
En gros, sur ce type de projet, qu'on appelle la conservation du cerrado par la structuration des filières traditionnelles, on se concentre sur quelque chose qu'on appelle les produits forestiers non ligneux. Donc, tout ce qui est issu de la végétation naturelle sans en entraîner la coupe et la destruction. Donc, ça peut être les fruits, ça peut être les lianes, ça peut être les écorces. Et on se dit qu'en fait, en structurant les entreprises locales qui font justement travailler les communautés locales et qui ont vraiment des retombées économiques importantes au sein des différentes communautés, alors on peut arriver justement à redonner une valeur économique à la végétation naturelle du cerrado. Parce qu'aujourd'hui, si elle est convertie pour du soja, c'est aussi que les acteurs locaux n'y voient pas de valeur économique. Pour y arriver, du coup, comme je vous ai dit, c'est très différent de l'approche globale parce que là, on sera vraiment sur un renforcement des capacités de l'entreprise. Donc, on va par exemple avoir une amélioration de l'organisation des moyens de collecte des produits forestiers non ligneux. On va aussi avoir des opérations en fait, qui vont venir aider la commercialisation et aussi le marketing, la vente en ligne. C'est quelque chose qu'on a fait dans un premier projet, parce que là, c'est une seconde phase de projet qu'on va lancer dans les mois à venir. Mais dans une première phase de projet, on a même aidé une entreprise communautaire à développer son site en ligne pour la vente, pour justement qu'elle ait une meilleure pénétration du marché, et qu'en fait, elle grossisse et qu'elle se structure, qu'elle se stabilise, quoi. Et enfin, on a aussi, on essaye de faire la jonction avec les organismes locaux qui proposent des mécanismes financiers. Donc, il me semble que vous êtes encore en 1A, mais la compta ne va pas tarder. Et typiquement, on aura des mécanismes financiers sur ces projets-là pour renforcer et, si vous voulez, avancer les fonds de roulement. En gros, pour venir matcher le besoin en fonds de roulement des entreprises pour qu'il n'y ait pas de problème dans le déroulé des activités qui, elles, sont génératrices de revenus et de stabilité pour les communautés locales. Voilà, je pense qu'on arrive plus ou moins à la fin du temps imparti. Je voulais quand même juste vous dire que géographiquement, j'ai repris un peu le cerrado. Donc, c'est la ligne verte, là. Je pense que vous ne voyez pas mon curseur. C'est la ligne verte qui entoure le côté droit de la carte. Et nous, on travaille plus particulièrement dans un État qui s'appelle le Minas Gerais, qui est un État où justement le gouvernement fédéral, le gouvernement local est très moteur dans la conservation et dans la restauration des terres. Donc forcément, ça fait un allié de choix pour développer des projets et faire la preuve par l'exemple que le changement est possible. Et le détail de ces produits forestiers non ligneux, du coup, c'est celui-ci. On en a 3. Donc, on a le fruit de Pequi, qui est utilisé pour sa cuisine, pour la cuisine dans la tradition brésilienne. Donc, ça sera plus une consommation locale, alors que les deux autres, qui sont la noix de Baru et la noix du Buriti, sont plus des productions un peu plus d'exportation. Le Buriti est pressé pour en tirer une huile qui sera utilisée en cosmétique et qui a vocation vraiment à être utilisée dans l'industrie, en local et à l'exportation. Et pareil pour la noix du Baru, qui est considérée comme un peu comme un un superfood, je suis désolé, je n'en trouve plus le mot en français, un super aliment, voilà, donc qui est utilisé en cuisine. Je vous redonne la main. Donc là, je pense que c'était un GIF, mais il ne va pas marcher. Merci Omar et merci Benjamin et Isabelle aussi. Merci à toutes et tous. C'était super intéressant. Est-ce que, du coup, il y a des questions là? Alors, Alizé, donc lorsque l'on fait un don, est-ce qu'on peut choisir à quoi il va être employé dans le WWF ou est-ce qu'il va alimenter un pot commun qui est redistribué? Donc ça, c'est une question pour Benjamin, du coup. Je ne sais pas si Benjamin... Ah, on t'entend pas, Benjamin, il faut que tu réactives ton micro. En attendant, vous pouvez poser les questions dans le chat, on les prendra au fil de l'eau. On t'entend pas, Benjamin? Ah zut. Le temps que Benjamin résolve son souci de micro, est-ce qu'il y a une autre question? Benjamin répondra à cette question une fois qu'il aura... Ouais, si
peut-être reconnecte-toi, Benjamin, parce que parfois, quand on retire le casque, ça peut planter. Je me demande si c'est pas ça. Parce que là, je te vois parler, mais je ne t'entends pas. Donc, en attendant que Benjamin réponde à la question d'Alizé, Pauline, je prends la question de Pauline. Concernant la collecte dans la rue, vous ne faites que des inscriptions pour des dons mensualisés. Le don en direct dans la rue n'existe plus. C'est ce que j'ai constaté quand les insos m'interpellent dans la rue, gare, etc. Ok, merci Pauline. Donc, c'est aussi une question pour Benjamin, sauf si Omar ou Isabelle sait répondre. On va attendre qu'ils reviennent. Est-ce que dans l'amphi de Grignon, Célia, tu as des questions en plus? Ah, voilà. Quels sont les nouveaux projets que les jeunes donateurs peuvent financer? Ok. On va attendre que Benjamin revienne. Je suis là. Super. Donc, tu as 3 questions. Ouais, j'ai vu. Ok. Dans le chat. Ouais, j'ai vu ça. Alors, effectivement, il y a une question sur le montant des financements. Il est évident que on accepte tout type de dons, mais que vu la dimension des projets et l'affectation qui est liée à un exercice stratégique, de planning stratégique, de planning budgétaire, on n'affecte pas n'importe quel don à n'importe quel projet. Donc, hormis quand on a des très gros projets avec des gros montants demandés par une entreprise ou un grand donateur, qui se chiffre en plusieurs dizaines de milliers d'euros, on alimente effectivement la stratégie et les différents projets du WWF. Donc, on peut pas flécher de petits dons. Ou alors c'est vraiment, on le fait de façon exceptionnelle, mais on le fait quand même une fois par an quand il y a ce qu'on appelle des actions d'urgence. Donc, on a contribué à l'urgence Australie l'année dernière. Je crois que on a levé 600 000 € pour l'Australie et les gens pouvaient donner pour l'Australie des petits dons. Mais ça se fait une fois par an, quoi. En gros, on le fait 1 à 2 fois par an. Parce que le reste du temps, il faut qu'on puisse financer la stratégie du WWF qui s'écrit longtemps à l'avance, notamment. Voilà pour le don. Donc, vous pouvez contribuer. C'est vrai que c'est plutôt pour tous les projets, je dirais, parce que c'est pas que pour notre organisation et notre fonctionnement, c'est pour tous les projets. Ensuite, il y avait une question sur la rue, c'est ça, dans la rue. Je vois plus les questions vu que je viens de me reconnecter. Ah, pardon. Alors, concernant ouais, je te les lis. Concernant la collecte dans la rue, vous ne faites que des inscriptions pour des dons mensualisés. Le don en direct dans la rue n'existe plus. C'est ce que j'ai constaté quand les assos m'interpellent dans la rue, gare, etc. Oui, alors c'est possible. Je n'étais pas au courant qu'on n'avait même pas la possibilité de faire un don, ce qu'on appelle ponctuel. Parce que pour moi, il y a les deux qui étaient possibles. Et c'est vrai que ça pourrait être surprenant. En fait, dans la rue, effectivement, ce qu'on cherche avant tout à obtenir, c'est des soutiens réguliers. Donc, ça peut faire peut-être partie un moment d'une stratégie. Mais c'est bien de me le souligner parce que ne suivant pas ce sujet-là de très près, je ne savais pas qu'on ne pouvait pas faire de dons ponctuels. Donc, j'irai vérifier. Mais c'est sûr que ça fait partie des stratégies d'avoir. En fait, forcément, ça coûte cher de mettre des personnes qui sont dans la rue, qui nous soutiennent parce que c'est pas des bénévoles. Et donc, pour un don ponctuel de petite ampleur, qui serait de 10 € par exemple, c'est très compliqué pour nous d'aller au contact des personnes avec ces niveaux de dons. Voilà, je pense, pourquoi a été privilégié le fait de simplement donner accès à des dons réguliers. Voilà. Et tu as une dernière question dans l'amphi, parce qu'ils vont devoir couper. Quels sont les nouveaux projets que les jeunes donateurs peuvent financer? Alors, il y en a énormément, mais il y a des soutiens justement via des projets d'innovation via le digital. Après, les projets à soutenir restent toujours centrés sur les espèces et les espaces. Omar l'a dit, soit les écosystèmes forestiers. Il n'y a pas de différence par rapport au fait que ce soit des jeunes publics, c'est plutôt des canaux qui diffèrent et qui vont peut-être donner un peu plus envie à nous soutenir. Mais les problématiques restent un peu les mêmes. Voilà. Ok, et après, via WAD en tout cas, via WAG, via Earth Hour, les jeunes peuvent nous soutenir peut-être un petit peu plus spontanément. Et puis après, sur le site, vous allez voir tous les projets qui existent, qui sont très nombreux. On vous envoie de toute façon une présentation avec les appels à projets. Et je vois la dernière question, comment attirez-vous les dons des entreprises?
Oui, alors je me permets de répondre, il y a les deux. Il y a les deux, mais c'est vrai qu'on a à la fois, nous, notre théorie du changement qui est d'aller voir les très grandes entreprises pour les faire se transformer, changer. Donc ça, c'est souvent nous qui allons vers les très grandes entreprises françaises. Hein. Et ensuite, on a beaucoup d'entreprises qui viennent nous voir, mais souvent, c'est plutôt dans une démarche justement de dons. Et quand il s'agit d'un grand groupe, c'est pas ce qu'on cherche à faire. C'est pas du mécénat ou du don, c'est vraiment de la transformation quand il s'agit d'un grand groupe. Donc à nous de faire la part des choses entre la grande entreprise qui veut en gros nous donner de l'argent et pour lequel on n'est pas d'accord et notre stratégie d'aller chercher des très grands. Voilà. Merci l'Amphi. Merci l'Amphi. Merci à tous. Bon cours. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci beaucoup d'être venu sur le webinaire. Enfin, vous n'êtes pas venu, mais d'avoir fait le webinaire. C'était super intéressant. Et d'avoir répondu aux questions aussi, c'est super. Merci beaucoup. Continuez à nous poser des questions. Voilà, on vous attend nombreux pour les prochaines sessions. À bientôt. Merci beaucoup. Super, bon merci. Courage. Et bon anniversaire à WWF alors. Merci Margot. À bientôt. Merci à vous. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.